Un chien refuse de quitter un cercueil. Ce qu'ils découvrent alors change tout. Il y a des scènes que même le temps n'efface jamais. Des instants si bouleversants qu'ils s'inscrivent au fer rouge dans la mémoire de ceux qui y ont assisté. Ce jour-là, dans un cimetière tranquille du sud de la France, un simple chien a fait ce que personne n'aurait osé imaginer. Et ce qui l'a déclenché a brisé des silences gardés depuis toute une vie. Ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Une histoire vraie, poignante, où chaque détail compte. Restez bien jusqu'à la fin, parce que rien, absolument rien, ne se passe comme vous l'imaginez. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous écoutez cette histoire. Le ciel de Sainte-Foy-les-Lyons était bas, étouffant, comme si même les nuages retenaient leur souffle. Une pluie fine tombait sans conviction sur les allées du vieux cimetière communal. Ce jour-là, on enterrait Madeleine Laurent, 83 ans, veuve discrète et presque oubliée, dans une tombe modeste près du mur nord, là où le lierre grignote les pierres tombales et où les oiseaux chantent rarement. Il n'était que 5 autour du cercueil, 2 fils au costume sombre et au visage fermé, Paul, l'aîné, un notaire réputé de Lyon, et Marc, l'éternel cadet en conflit avec le monde entier. Leur silence trahissait moins la peine que la lassitude. Une belle fille tirait nerveusement sur ses manches en cachemire, vérifiant l'heure sur sa montre Hermès. Et puis il y avait Camille, 17 ans, petite fille de la défunte, qui tenait entre ses bras le seul être véritablement bouleversé par cette disparition, un vieux golden retriever nommé Hugo. Hugo n'était pas un chien ordinaire. Il avait partagé les 10 dernières années de solitude de Madeleine, guidant ses pas devenus incertains, réchauffant ses nuits glacées dans cette maison silencieuse au bout de la rue de la République. Depuis la mort de sa maîtresse, il n'avait ni mangé ni dormi. Il refusait de quitter le lit où elle avait rendu son dernier souffle. Et maintenant, devant le cercueil, il hurlait. Pas un aboiement, un hurlement long, rauc, désespéré, presque humain. Le prêtre récitait des prières mécaniques. Paul discutait déjà avec Marc du partage de la maison de campagne à Uzès. Camille les écoutait d'une oreille, le cœur noué. Elle fixait Hugo, couché sur la terre humide, le regard figé sur le bois verni du cercueil. Il sait, pensa-t-elle, il sait quelque chose que nous ignorons tous. Quand vint le moment de refermer le caveau, Hugo s'élança, échappant aux bras de Camille. Il bondit sur le cercueil, gratta le bois de ses pattes tremblantes, puis s'effondra. Paul cria qu'il fallait faire taire cette bête. Marc proposa de l'emmener à la SPA. Camille, elle, ne disait rien. Elle caressa doucement la tête du chien, mouillé de pluie et de larmes invisibles. 3 jours plus tard, le gardien du cimetière, M. René, trouva Hugo au même endroit. Le chien avait creusé la terre, gratté jusqu'à s'écorcher les coussinets. Il gisait maintenant, haletant, le flanc collé contre la pierre froide du caveau. Touché, René contacta Camille. « Il faut faire quelque chose, mademoiselle. Ce chien va mourir là, de chagrin. » Camille, bouleversée, demanda une autorisation exceptionnelle à la mairie, ouvrir le cercueil pour permettre à Hugo d'y reposer auprès de Madeleine. Le maire, un vieil ami de la famille, accepta, ému par la fidélité du chien. L'ouverture eut lieu en petit comité, par une matinée grise, dans un silence solennel. Quand le cercueil fut ouvert, l'odeur du bois verni se mêla à celle de l'humidité souterraine. Mais ce ne fut pas cela qui glaça l'assistance. C'était ce qu'ils virent posé sur la poitrine de Madeleine, épinglé délicatement à la doublure de sa robe. Un vieux document, jauni, fragile, une sorte d'acte de naissance. René s'approcha le premier. Il retira l'épingle avec une délicatesse de chirurgien et lut à haute voix, sans comprendre, Aïcha Laurent, née le 14 juin 1964, Paris 13e. Mère, Madeleine Laurent. Père, inconnu. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Camille. Elle regarda Hugo. Le chien avait levé la tête, ses yeux fatigués brillant d'une étrange lumière. Un souffle léger passa entre les feuilles du cyprès voisin. Et, à cet instant précis, tout changea. La Madeleine qu'il croyait connaître, la grand-mère douce et silencieuse, emportait dans la mort un secret plus lourd que la pierre de sa tombe. Un enfant, une fille, une vie entière effacée des récits familiaux. Camille sentit ses jambes fléchir. Elle s'agenouilla, le document tremblant entre ses mains, tandis que Hugo posa sa tête sur ses genoux. Le vent s'intensifia, comme un murmure, comme si Madeleine elle-même cherchait à parler à travers les branches. Et, dans ce cimetière oublié par le temps, la vérité venait de commencer à sortir de terre. Le document tremblait entre les doigts de Camille. Les lettres, noircies par les années, semblaient s'effacer à mesure qu'elle les lisait. Aïcha Laurent, un prénom étranger aux récits familiaux, inconnu parmi les photos poussiéreuses qui ornèrent les étagères de la maison de Madeleine. Et pourtant, ce nom portait son nom de famille, Laurent. Impossible de le nier. Ce n'était pas une erreur,
pas un malentendu. Madeleine avait eu une fille, et elle ne l'avait jamais dit à personne. Camille releva les yeux. Personne ne parlait. Le gardien, Monsieur René, la regardait avec une sorte de crainte respectueuse, comme si le silence était la seule réponse admissible face à la révélation. Le chien, Hugo, s'était allongé calmement, les yeux mi-clos, comme s'il avait enfin trouvé la paix en présence de ce papier. Lorsque Camille quitta le cimetière ce jour-là, les doigts serrés sur l'acte de naissance, quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas seulement la surprise d'un secret de famille, c'était une douleur profonde, intime, comme si on venait de lui voler une partie de son histoire, de sa lignée. Elle rentra chez elle, le cœur plein de questions, les oreilles bourdonnantes des silences accumulés. La maison de Madeleine, laissée vide depuis l'enterrement, était plongée dans une atmosphère figée, presque irréelle. Les rideaux fermés, les coussins encore marqués de l'empreinte de son dos voûté, et, sur la table du salon, une tasse de thé intacte, comme si elle s'était simplement absentée pour quelques minutes. Camille pénétra dans le salon, accompagnée d'Hugo, et s'assit sur le fauteuil préféré de sa grand-mère. Elle caressa distraitement le chien et sortit l'acte de naissance. Elle murmura « Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit, mamie? Pourquoi cette fille est-elle restée dans l'ombre ?» La réponse viendrait du passé. Lyon, hiver 1964. La neige couvrait les toits des immeubles bourgeois du 6e arrondissement. Madeleine, alors jeune institutrice de 22 ans, vivait encore sous le regard autoritaire de ses parents. Son père, Monsieur Charles Laurent, ancien combattant et homme d'affaires respecté, dirigeait la maison d'une main ferme. La réputation, la bienséance, les apparences, voilà ce qui importait. Et Madeleine, timide mais obstinée, vivait avec un feu silencieux dans le ventre, celui de l'envie de choisir sa vie. C'est à Paris, lors d'un voyage pédagogique, qu'elle rencontra Youssef. Il travaillait comme serveur dans un petit bistrot du 13e arrondissement, le Chat Doré. Il avait des yeux noirs, vifs, un sourire doux et parlait avec un accent chantant venu d'Algérie. Lui aussi lisait des poèmes entre deux services, rêvait d'une vie différente. Ils se virent 3 fois, puis 5, puis chaque soir. Ils se retrouvaient sur les quais de la Seine, partageant des confidences et des baisers volés. C'était un amour qui battait à contretemps du monde. Mais le monde, à cette époque, ne tolérait pas cet amour-là. La guerre d'Algérie n'était pas encore un souvenir, et les tensions étaient partout. Quand Madeleine tomba enceinte, elle hésita. Elle pensa fuir, rejoindre Youssef, disparaître. Mais une lettre interceptée par son père ruina tous ses projets. Le patriarche entra dans une colère glaciale. Il déclara qu'elle était souillée, qu'il ne laisserait pas une bâtarde métisse ternir le nom des Laurent. Sans un mot, Madeleine fut envoyée dans un couvent près de Montpellier. Là, elle accoucha dans le silence, sans droit de nommer l'enfant, sans la tenir plus de quelques minutes. L'enfant fut confié à l'assistance publique. Madeleine retourna à Lyon, le ventre vide, le cœur en ruine. Elle jura de ne plus jamais désobéir, de ne plus jamais parler de cette blessure. Camille, dans le grenier poussiéreux de la maison, fouillait les vieilles boîtes à chapeau de sa grand-mère. Elle cherchait une photo, une lettre, n'importe quoi qui puisse lui donner une piste. Et là, entre 2 carnets de recettes, elle trouva une boîte en fer ornée de fleurs fanées. À l'intérieur, des lettres pliées avec soin, nouées d'un ruban décoloré. Les lettres de Youssef, des dizaines d'enveloppes, jamais ouvertes. Camille ouvrit la première. L'encre tremblait. Les mots étaient tendres, pleins de promesses, de regrets, d'amour. Je t'attendrai à Oran, Madeleine. Peu importe le temps, peu importe les frontières, rejoins-moi. Notre fille doit connaître son père. Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Camille. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour brisé, c'était un crime de silence, une vie volée, un passé mutilé par la peur et la honte. Elle serra les lettres contre son cœur et regarda Hugo, assis à ses pieds. Le chien la fixait, paisible, presque complice, comme s'il savait que désormais, le temps des secrets était révolu. Camille murmura « On va la retrouver, Hugo. Je te le promets, on va lui raconter l'histoire que personne ne lui a jamais racontée. » Le lendemain matin, une lumière douce filtrait à travers les volets entr'ouverts de la maison silencieuse. Camille n'avait pas fermé l'œil. Les lettres de Youssef, éparpillées sur le sol du salon, formaient un labyrinthe de mots oubliés, de rêves interrompus. Elle les avait lus une à une, comme on explore les vestiges d'un monde englouti. Chaque ligne révélait un homme profondément amoureux, injustement écarté, brisé non par le désamour, mais par un mur de préjugés. Assise sur le canapé, toujours enveloppée dans une couverture, elle se leva d'un bond quand Hugo, le chien,
aboya soudainement. Il s'était dirigé vers l'ancienne commode de sa grand-mère, celle dont le tiroir du bas ne s'ouvrait plus depuis des années. Poussée par une intuition étrange, Camille s'agenouilla, força le tiroir et découvrit un petit coffret en bois. À l'intérieur, soigneusement plié dans un foulard de soie, un collier en argent. Il portait un médaillon gravé d'un prénom, Aïcha. Le cœur de Camille s'accéléra. C'était le même prénom inscrit sur l'acte de naissance, retrouvé dans le cercueil. Mais ce n'était pas tout. Sous le collier, un petit carnet de cuir contenait des pages déchirées, presque toutes illisibles, mais l'une d'elles était intacte. Elle portait une adresse manuscrite, accompagnée de 3 mots « Pour quand je n'aurai plus la force ». L'adresse, route des Oliviers, Saint-Rémy de Provence. Camille connaissait le nom de cette ville. Sa grand-mère en parlait parfois, mais toujours de manière floue, comme d'un rêve brumeux, un lieu associé à des souvenirs ou à des regrets. Le nom prenait maintenant tout son sens. Madeleine avait caché, mais jamais oublié. Hugo, silencieux, posa sa tête sur les genoux de Camille. Il semblait l'encourager, comme s'il comprenait que ce voyage était le dernier chapitre inachevé d'une vie marquée par l'interdit. 2 jours plus tard, après avoir menti à ses parents, je vais chez une amie à Marseille. Camille monta dans un train direction Avignon, puis un quart jusqu'à Saint-Rémy. Elle avait avec elle le carnet, les lettres de Youssef, le collier et bien sûr Hugo. Le chien, bien que fatigué, retrouvait une certaine vivacité. Il tenait debout plus longtemps, réagissait au bruit, aux voix, comme s'il sentait l'odeur du passé qui se rapprochait. La Provence, en cette fin d'hiver, avait des airs de tableau de Cézanne. Les collines nues, les oliviers secs, le mistral qui gifle le visage sans prévenir. Camille demanda à un passant la direction de la route des Oliviers. L'homme, un ancien postier, fronça les sourcils. « Vous cherchez quelqu'un là-bas ?»« Je ne suis pas sûr, je cherche Aïcha Laurent. » Le vieil homme cligna des yeux, surpris. Ce nom, oui, il y avait une femme, Aïcha, une infirmière, très discrète. Elle vit toujours là-bas, je crois, à l'écart. Elle ne reçoit personne. Camille sentit son cœur bondir. Elle remercia l'homme et se dirigea à pied, tirant Hugo par la laisse. Le chien marchait sans hésiter, comme s'il connaissait déjà le chemin. La maison était petite, de plein pied, entourée d'un jardin à l'abandon. Les volets clos, le silence presque pesant. Camille s'approcha lentement et frappa à la porte. 1 fois, 2 fois, rien. Puis, enfin, un bruit derrière le bois. La porte s'ouvrit à peine. Une femme apparut, une 50aine d'années, peau mate, cheveux tirés en chignon, regard dur. Fatiguée. « Oui, bonjour, vous êtes Aïcha Laurent ?» La femme resta figée. Le silence s'allongea. « Qui êtes-vous ?»« Je suis la petite fille de Madeleine Laurent. » Aïcha pâlit. Elle voulut refermer la porte. Mais Camille posa doucement sa main. « Elle est morte, il y a quelques jours, et j'ai trouvé ça. » Elle tendit le collier et les lettres. Aïcha recula d'un pas, comme frappée au ventre. Elle fixa le médaillon, les yeux embués. Puis, soudain, Hugo s'avança, s'assit devant elle et posa sa tête sur son pied, calmement, doucement. La femme tressaillit. Ce chien, je le connais. Il a vécu avec Madeleine jusqu'à la fin. » Un long silence suivit. Puis, Aïcha murmura, presque pour elle-même. « Elle m'a donc vraiment aimée ?» Ses jambes fléchirent. Elle s'assit sur le pas de la porte, tenant le collier contre sa poitrine. Et pour la première fois, peut-être depuis l'enfance, elle se mit à pleurer. Pas des larmes bruyantes, non, des larmes anciennes, celles qui brûlent sans faire de bruit, parce qu'elles viennent d'un endroit trop profond pour les mots. Hugo, lui, s'était allongé à ses pieds. Il avait fermé les yeux. Un calme étrange planait, comme si dans ce moment suspendu, le passé avait enfin retrouvé son présent. Aïcha n'avait pas bougé depuis des minutes. Assise sur la marche usée de sa porte, le collier serré entre les doigts, elle fixait un point invisible à l'horizon. Derrière elle, l'intérieur de la maison restait plongé dans une pénombre lourde, comme si chaque pièce refusait encore de laisser entrer la lumière du passé. Camille se tenait en retrait, respectueuse. Elle ne voulait pas briser ce moment. Elle le sentait. Ce silence était bien plus qu'un simple vide. C'était le poids d'une vie non vécue. Finalement, Aïcha se redressa. Son visage était sec, mais ses yeux portaient l'humidité d'une tempête éteinte. Elle fit un signe de tête à Camille. « Entre, tu as fait tout ce chemin, autant aller jusqu'au bout. » L'intérieur de la maison était austère, propre, mais impersonnel. Pas de photos sur les murs, pas de souvenirs, rien qui raconte une vie. Comme si Aïcha avait effacé toute trace d'elle-même. Elle servit un café sans sucre, s'assit face à Camille et pendant un instant, la regarda sans parler. « Je n'ai jamais eu d'histoire, pas de vraie en tout cas. » dit-elle enfin. « Que voulez-vous dire ? Je suis née dans un couvent. On m'a dit que ma mère m'avait laissée là. On ne m'a rien expliqué. Adoptée à 4 ans par un couple de pharmaciens d'Aix-en-Provence. Ils étaient gentils, je ne peux pas dire le contraire. Mais il y avait toujours ce vide, cette sensation que tout ce que je vivais appartenait à quelqu'un d'autre. » Elle baissa les yeux. À 18 ans,
J'ai demandé mon dossier à l'administration. J'ai trouvé ce nom, Madeleine Laurent, mais rien d'autre. Aucune adresse, aucun droit de la contacter. On m'a dit qu'il fallait respecter le choix de la mère biologique. Alors j'ai laissé tomber et j'ai appris à vivre sans Racine. Camille ouvrit doucement le carnet en cuir. Elle en sortit une lettre, l'une des plus marquantes. Madeleine y parlait d'un rêve qu'elle faisait souvent. Une petite fille qui courait sur un quai de gare, sans visage, mais dont la main était tiède et familière. Elle l'appelait « mon trésor oublié ». Aïcha la lut à voix haute. Sa voix tremblait, se cassait, reprenait. À la dernière ligne, elle ferma les yeux. Elle ne m'a pas oublié. Un silence s'installa, brisé seulement par le bruit léger des griffes de Hugo sur le parquet. Le chien tourna autour d'Aïcha, puis s'installa contre elle, posant sa tête sur ses genoux. Aïcha n'osa pas le repousser. Elle passa la main dans son pelage avec une tendresse hésitante, comme une enfant qui découvre la chaleur pour la première fois. « Il t'a reconnu ?» dit Camille. « C'est absurde. Ce chien a veillé sur elle jusqu'au dernier souffle. Et il t'a trouvé. Moi, je crois que ce n'est pas un hasard. » Aïcha se leva lentement, se dirigea vers une vieille armoire et en sortit une boîte plate, couverte de poussière. « J'ai quelque chose, une chose seulement. Je ne l'ai jamais comprise. Peut-être que toi, tu comprendras. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, une photo noir et blanc, froissée, un peu effacée par le temps. Une femme jeune, assise sur un banc de jardin. Son regard est tourné vers quelqu'un en dehors du cadre. Elle sourit à moitié. Dans ses bras, un bébé emmailloté. Derrière elle, une plaque. Jardin des plantes, Paris, 1964. Camille sentit son cœur se serrer. C'était Madeleine, plus jeune, mais reconnaissable. « Comment avez-vous eu cette photo ?» Elle m'a été envoyée anonymement, quand j'avais 10 ans. Juste cette photo, rien d'autre. La jeune fille et la femme se regardèrent longuement, comme si un fil invisible se retendait doucement entre deux cœurs longtemps déconnectés. Puis Aïcha murmura « Tu crois qu'elle voulait me retrouver ?» Je crois qu'elle a passé toute sa vie à t'aimer en silence. Pourquoi ce silence? Parce qu'elle avait peur, parce qu'on l'a forcée à t'oublier, parce qu'on lui a volé sa voix. Aïcha serra le collier contre elle. « Je n'ai pas besoin de son héritage, je n'ai pas besoin d'argent. Mais j'ai besoin d'elle. D'un signe, d'un mot, n'importe quoi. » Camille fouilla dans son sac et en sortit une cassette audio. « Il y a quelque chose que tu dois écouter. » Une cassette, c'est sa voix. Elle l'a enregistrée quelques semaines avant de mourir. Aïcha tendit la main avec une lenteur presque sacrée. Ses doigts tremblaient. Elle approcha la cassette d'un vieux lecteur posé sur une étagère. Une fois insérée, un grésillement se fit entendre, puis une voix faible, tremblante, usée par le temps, mais indiscutablement celle d'une femme qu'on croyait silencieuse. « Aïcha, si cette cassette t'arrive un jour, c'est que je ne suis plus là. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, pas un seul jour. J'ai vécu avec ce vide, ce manque. Tu es le plus grand amour de ma vie, et aussi ma plus grande douleur. » Le lecteur s'arrêta brutalement. Les piles étaient mortes, mais cela suffisait. Aïcha s'était recroquevillée sur elle-même. Ses épaules tremblaient. Des larmes lourdes coulaient à nouveau, cette fois sans retenue. Et pendant qu'elle pleurait, Hugo se leva lentement, posa sa tête contre sa poitrine et soupira longuement, comme pour lui dire « Tu peux enfin respirer ». Le lendemain matin, la lumière du sud filtrait à travers les volets entr'ouverts de la maison d'Aïcha. Camille s'était endormie sur le canapé, la cassette dans les mains. Hugo, comme un vieux gardien, s'était allongé près de la porte d'entrée, veillant sur ces deux âmes désormais liées par une histoire ancienne. Le silence qui flottait dans la maison n'était plus pesant, mais apaisé. Le silence de ceux qui ont enfin mis des mots sur leurs blessures. Mais à 600 km de là, à Lyon, ce silence n'existait plus. Paul et Marc Laurent avaient découvert, bien malgré eux, l'existence de la fameuse Aïcha. Camille, dans sa naïveté ou sa sincérité, avait partagé une photo avec une amie, qu'il avait publiée sur les réseaux. Un commentaire, une mention, et très vite. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Une héritière cachée? Une fille illégitime? Le scandale des Laurent secoue la bourgeoisie lyonnaise. Le journal local avait flairé le filon. Et comme souvent, les journalistes s'étaient nourris des bribes, des silences, des rumeurs. La tombe de Madeleine fut photographiée, la maison de famille assiégée. Et Paul, plus préoccupé par l'image que par la vérité, engagea aussitôt un avocat. Ce document retrouvé dans le cercueil, rien ne prouve qu'il est authentique, disait-il à Marc, d'un ton sec. Et même s'il l'est, on pourra toujours plaider la confusion mentale. Elle avait plus de 80 ans. Elle délirait peut-être. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Madeleine avait tout anticipé. Camille, revenue à Lyon pour quelques jours, trouva un colis déposé chez elle, sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, une lettre de son notaire, datée de 2 mois avant la mort de Madeleine. « Chère Camille, si tu lis ceci, c'est que j'ai quitté ce monde. Il est temps que la vérité sorte de l'ombre. Tu trouveras ci-joint une copie de mon testament, rédigée et signée en toute lucidité. Ne laisse personne effacer ce que j'ai caché trop longtemps. » Et là,
noir sur blanc. Madeleine légua sa maison de Lyon, ses économies, et la maison d'Uzès à sa fille biologique, Aïcha Laurent. Les fils, eux, n'étaient mentionnés que comme bénéficiaires d'objets de souvenirs. Camille courut chez Aïcha à Saint-Rémy avec la lettre dans son sac. Elle arriva haletante, le cœur battant. « Elle t'a tout légué, pas par vengeance, pas, mais pour réparer. » Aïcha lut le testament avec des mains tremblantes. « Je ne veux rien de tout ça. Elle voulait que tu aies quelque chose, que tu saches que tu comptais. Et ses fils, ils vont me haïr. Ils te haïssaient déjà, avant même de te connaître. » Cette nuit-là, les deux femmes ne dormirent pas. Elles discutèrent à voix basse, écoutant une nouvelle fois la cassette, relisant les lettres. Aïcha révéla alors un autre secret. Elle aussi avait eu une fille, aujourd'hui décédée dans un accident de voiture à l'âge de 23 ans. Je ne l'ai pas connue assez longtemps, mais je comprends maintenant la douleur de Madeleine. On m'a volé ma mère, on m'a volé ma fille, et au milieu, je n'ai été que vide. Camille posa doucement sa main sur celle d'Aïcha. Tu n'es plus vide, je suis là. On est là, et elle aussi, d'une certaine façon, elle est là. Mais le répit fut de courte durée. Le lendemain, Paul et Marc débarquèrent à Saint-Rémy. Sans prévenir, 2 voitures noires, une avocate, des papiers en main. Le ton monta rapidement. « Vous avez manipulé notre mère !» cria Paul. « Elle était vulnérable !» ajouta Marc. « Elle n'a jamais été aussi lucide !» répondit Camille, glaciale. « Ce chien de bâtard a plus de droits que nous dans ce testament. »« Ce chien, » dit Aïcha en se levant lentement, « a été plus fidèle et plus aimant que vous deux réunis. » Un silence de plomb s'abattit. Hugo, assis aux pieds de Camille, grogna faiblement. Il n'était plus le chien fringant d'autrefois. Il respirait lentement, chaque souffle semblant lui coûter un peu plus. La confrontation ne donna rien. L'affaire serait portée devant un juge. Les médias s'en emparèrent. L'histoire passionnait. Une héritière cachée, un testament controversé, un chien loyal, un amour interdit. Les Français adoraient cette foi intime, mêlée de scandales bourgeois et de tragédies familiales. Mais dans l'ombre de ces agitations, une chose restait immobile, silencieuse, la mémoire de Madeleine. Elle n'avait pas choisi la facilité, elle avait choisi la vérité, même si elle n'avait trouvé la force de la dire qu'au bord de la mort. Et dans ce tumulte, Hugo commença à refuser de manger. Il passait ses journées couché près du fauteuil où Madeleine écoutait la radio. Il dormait plus, bougeait moins. Et quand Aïcha posait la main sur lui, il levait les yeux vers elle avec une douceur infinie, comme s'il voulait lui dire « Je t'ai retrouvé. Maintenant, je peux partir. » Camille le regarda, les yeux brillants. « Tu crois qu'il nous a guidés jusqu'ici exprès ?» Aïcha sourit tristement. « Je ne crois pas, je le sais. » Le Mistral soufflait avec une douceur inhabituelle sur Saint-Rémy de Provence ce matin-là. L'air, pourtant encore hivernal, semblait chargé d'une lumière plus tendre. Mais dans la petite maison d'Aïcha, l'atmosphère était lourde, presque sacrée. Hugo, le vieux Golden Retriever, ne se levait plus, il ne mangeait plus. Il respirait par efforts irréguliers, étendu sur une couverture devant la cheminée éteinte. Ses yeux restaient ouverts, mais flous, comme s'ils cherchèrent quelque chose que seuls les morts pouvaient lui offrir. Aïcha passait doucement la main sur son flanc, le cœur serré. « Il attend quelque chose, » murmura-t-elle. « Il attend qu'on termine ce qu'on a commencé, » répondit Camille, les yeux fixés sur le vieux lecteur à cassette posé sur la table. Elle avait fouillé encore, dans un tiroir oublié du secrétaire de Madeleine, et elle avait trouvé une seconde cassette. Celle-ci était étiquetée avec soin, à écouter seule. Les 2 femmes échangèrent un regard. Aïcha prit une inspiration et inséra la cassette. Le grésillement revint, puis la voix tremblante de Madeleine. « Si tu écoutes cette cassette, Aïcha, c'est que tu es enfin là. J'espère que c'est Camille qui te l'a remise. Elle est comme toi, curieuse, intuitive, courageuse. » La voix de Madeleine avait une douceur douloureuse. Elle parlait lentement, comme si chaque mot portait une blessure ancienne. « Je t'ai cherché, je te le promets, mais la honte m'a paralysée. Ton grand-père m'avait fait jurer de ne jamais parler de toi. Il avait détruit les lettres de Youssef, effacé ton existence, enfermé ma maternité dans un cercueil vivant. Et moi, je me suis tue. J'ai eu peur de perdre ce qu'il me restait, peur de vivre rejetée. Alors j'ai obéi, j'ai trahi mon propre cœur. » Les sanglots d'Aïcha montèrent, silencieux. Camille lui prit la main sans un mot. Madeleine continuait, sa voix plus grave. « Mais je t'ai toujours porté en moi. Chaque matin, chaque nuit, j'ai même rêvé de te croiser dans la rue. Tu étais belle, tu riais, et tu ne savais pas qui j'étais. Alors je me réveillais en larmes. » La cassette fit une pause. Un clic discret, puis un ton plus intime. « Quand j'ai appris que j'étais malade, je me suis promis de te laisser quelque chose, un mot, une trace. Tu n'as peut-être pas besoin de mon héritage matériel, mais prends ma maison, fais-y ce que tu veux. Mais surtout, vis pour 2, toi et moi.
Pardonne-moi si tu le peux. Et si Hugo est encore là, caresse-le pour moi. Il t'attendait lui aussi. Il a gardé mes secrets. Jusqu'à toi. Puis un souffle, un dernier mot, presque chuchoté, à peine audible. Je t'aime, Aïcha, je t'ai toujours aimé. Le silence qui suivit était plus dense que n'importe quel cri. Aïcha s'était recroquevillée, le front contre les genoux. Camille pleurait en silence, les yeux rouges. Hugo, lui, leva la tête une dernière fois, comme s'il venait d'entendre ce qu'il attendait depuis si longtemps. Son regard se posa sur Aïcha. Un frémissement traversa ses pattes. Puis, il ferma les yeux. Lentement, paisiblement, son souffle cessa. Aïcha s'agenouilla auprès de lui, posa son front contre son flanc et laissa éclater un chagrin profond, ancestral, libérateur. Un cri sourd, long, qui ne venait pas seulement de la perte d'un chien, mais de toutes les pertes silencieuses, toutes les absences imposées, tous les mots jamais dits. Elle caressa le pelage tiède une dernière fois. « Il est parti. »« Non, » murmura Camille. « Il a fini sa mission. » Les jours qui suivirent furent flous, suspendus entre chagrin et paix. Le corps de Hugo fut incinéré, ses cendres placées dans une petite urne en céramique que Camille déposa dans la maison de Madeleine, sur la cheminée, entre les lettres et la cassette. Aïcha, pour la première fois, osa entrer dans cette maison qui lui revenait désormais. Elle traversa les pièces lentement, toucha les murs comme on touche une peau aimée. Dans la chambre de Madeleine, elle ouvrit l'armoire, trouva des robes, des carnets, une photo d'elle, toute petite, floue, glissée entre deux pages d'un livre de Rilke. Elle comprit que sa mère ne l'avait jamais vraiment oubliée. Elle avait seulement été brisée trop tôt, trop violemment. Et au fond de la maison, là où Madeleine aimait s'asseoir pour écouter les oiseaux, Aïcha s'assit à son tour. Elle ouvrit un cahier neuf, prit un stylo et écrivit une phrase. « Je m'appelle Aïcha Laurent, j'ai été abandonnée. Mais aujourd'hui, j'existe et je suis aimée. » Une semaine après la mort de Hugo, Aïcha proposa une cérémonie intime. Pas une cérémonie religieuse, pas un enterrement solennel. Non, juste un moment de vérité, de douceur, de mémoire. Un moment pour refermer les plaies, sans les nier. Camille accepta sans hésiter. Elles choisirent ensemble un lieu symbolique, le jardin de la maison de Madeleine. Là où, selon la voisine, elle passait des heures à lire ou simplement à observer les fleurs fanées. Ce matin-là, la Provence s'éveillait sous une lumière d'or pâle. Le ciel, parfaitement bleu, semblait bénir ce jour suspendu. Camille portait une robe claire appartenant autrefois à sa grand-mère. Aïcha tenait entre ses mains l'urne de Hugo. Et autour d'elle, quelques voisins proches, le notaire de Madeleine, et même Monsieur René, le gardien du cimetière de Lyon, avaient dit fait le déplacement. Tous étaient venus, non pas pour une obligation, mais pour assister à la fin d'une histoire qu'ils ne connaissaient pas entièrement, mais qu'ils ressentaient dans leur chair. Aïcha prit la parole. Sa voix était ferme, mais tremblait aux extrémités. « Ce chien, dit-elle, a gardé plus que des secrets. Il a gardé l'amour de ma mère, son espoir, son pardon, son silence. Il m'a retrouvée quand personne ne m'a jamais cherché. Il m'a ramenée à la maison. » Elle fit une pause, cherchant les mots. « Et aujourd'hui, je veux le remercier. Pour elle, pour moi, pour Camille. » Elle s'agenouilla, creusa un petit trou sous le grand figuier, là où Madeleine aimait poser son fauteuil. Elle y déposa l'urne. Camille, les mains tremblantes, y glissa aussi une lettre écrite à Hugo et un médaillon qui avait appartenu à Madeleine. Un vent léger se leva, faisant bruisser les feuilles. Personne ne parla. Tous regardèrent ce moment avec le respect qu'on offre au miracle simple. Et puis, soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'Aïcha s'était redressée et caressait la terre refermée sur les cendres, un rayon de soleil traversa les branches, illuminant un portrait de Hugo posé sur une pierre. Son regard semblait apaisé, sa bouche entr'ouverte, légèrement retroussée. Il souriait. Camille écarquilla les yeux, la gorge nouée. « Tu vois » murmura-t-elle. « Il est heureux, il est enfin chez lui. » Aïcha sourit à son tour, à travers ses larmes. C'est le jour où le chien a souri. Après la cérémonie, les invités s'attardèrent autour d'un café et de Madeleine, comme un clin d'œil au prénom de celle qui avait déclenché tout cela. Les conversations étaient douces, pleines de murmures, d'émotions contenues. On racontait les souvenirs qu'on avait de Madeleine. Une voisine discrète, une femme élégante, une mère absente, peut-être, mais pas par cruauté. Camille restait en retrait, assise près du figuier. Elle observait Aïcha, entourée de personnes qui, pour la première fois de sa vie, la regardaient comme une fille, une femme, une héritière, pas une anomalie. Et c'est à ce moment-là que le notaire s'approcha de Camille avec un dossier épais. « Il reste une chose que je ne vous ai pas encore montrée. »« Quoi donc ?» Madeleine a demandé que ce soit remis uniquement après les obsèques du chien. Elle m'avait dit « Ce n'est pas pour la justice, c'est pour l'âme. » Camille ouvrit le dossier. À l'intérieur, une série de lettres non envoyées, mais écrites par Madeleine à Aïcha. Une par an, pendant 40 ans, chacune datée du 14 juin
l'anniversaire de sa fille. Aujourd'hui, tu aurais eu 20 ans. J'espère que tu vas bien, où que tu sois. Je pense à toi. J'ai rêvé de toi cette nuit. Tu portais un pull rouge, comme celui que je t'ai imaginé petite. Camille sentit sa gorge se serrer. Elle lui a parlé, tous les ans, même sans réponse. Le notaire hocha lentement la tête. Elle lui a écrit toute sa vie. Camille porta les lettres à Aïcha, qui les prit comme on reçoit un nouveau-né. Elle se mit à les lire, là, assise sur la chaise de sa mère, sous le figuier. Et pour la première fois, Aïcha pleura de gratitude. Pas de chagrin, pas de rage, juste de reconnaissance. Elle avait retrouvé sa mère, elle avait été aimée, et le chien, fidèle jusqu'au bout, avait guidé chacune de leurs âmes vers la lumière. Le printemps s'était installé doucement dans les collines de Saint-Rémy. Les glycines grimpaient à nouveau sur les murs de pierre, et l'air était chargé d'un parfum subtil de renouveau. Dans la maison de Madeleine, quelque chose avait changé aussi. On y entendait de la musique. Parfois, les vieux disques de Charles Aznavour que Madeleine adorait. Parfois, les silences complices de deux femmes qui n'avaient plus besoin de combler les vides. Aïcha s'était installée là, non pas comme propriétaire, mais comme héritière d'une histoire. Chaque pièce reprenait vie sous ses gestes. Elle ouvrait les volets chaque matin, laissait le vent s'engouffrer dans les rideaux, arrosait les plantes que sa mère avait laissées faner. Elle repeignait une porte, accrochait une photo. Peu à peu, elle cousait le présent sur la trame du passé, sans plus rien effacer. Camille venait souvent. Elle apportait des croissants, des souvenirs, des silences partagés. Assise côte à côte sur la terrasse, elle lisait les lettres de Madeleine à voix haute, une par une, comme on déroule une vie entière à rebours. Et chaque lettre tissait un fil plus solide entre elles. Ce n'était plus seulement une grand-mère et une petite fille, ni une mère et une fille retrouvées. C'était 3 générations de femmes réunies dans l'absence. Et puis un matin, sans prévenir, Aïcha annonça « J'ai décidé, je vais écrire son histoire. » L'histoire de Madeleine? Non, la nôtre. Elle montra un carnet neuf, posé sur la table. La première page était déjà écrite. À l'encre bleue, une phrase unique. « Mon nom est Aïcha Laurent. On m'a volé mes origines, mais j'ai retrouvé mes racines. Une femme m'a oubliée par peur, puis aimée en silence, et un chien m'a ramenée à elle. » Camille sourit, émue. « C'est beau, c'est vrai. » répondit Aïcha. « Et je veux que d'autres femmes le sachent, que leur silence n'est pas une faute, mais que le dire sauve des vies. » Quelques jours plus tard, elles décidèrent d'emmener les cendres de Hugo au Jardin des Plantes, à Paris. Ce même endroit où, selon la vieille photo retrouvée, Madeleine avait été photographiée jeune, tenant Aïcha bébé dans ses bras. C'était là, pensait-elle, que tout avait commencé, et c'était là que Hugo devait reposer. Le voyage fut silencieux, presque solennel. Le train traversa la France comme une aiguille recoue les plaies d'un vieux tissu. Elles marchèrent ensuite dans les rues de la capitale, mains serrées, jusqu'au jardin, exactement au même banc. Le même banc, il était toujours là, presque inchangé. Aïcha s'assit, tenant l'urne sur ses genoux. Elle regarda autour d'elle. Les enfants riaient, des couples passaient, le monde continuait, indifférent. Et pourtant, quelque chose d'immense se jouait dans ce petit geste, un adieu. Elles dispersèrent les cendres au pied du banc, entre les racines d'un vieux marronnier. Aïcha ferma les yeux. « Repose ici, Hugo, là où elle t'a aimé, là où elle m'a aimé, une fois. Merci de m'avoir trouvé. » Camille posa la main sur son épaule. Les larmes coulaient, lentes mais douces. Rien ne pressait. Elles avaient le temps, désormais. De retour à Saint-Rémy, Aïcha fit installer une petite plaque dans le jardin. Pas de grandes phrases, pas de drame, juste quelques mots, gravés sur une pierre claire, posée sous le figuier, à Madeleine, à Hugo, à ce qui aurait pu être et à ce qui a été. Un soir d'avril, Camille ouvrit la boîte à musique de sa grand-mère, la même qui, des années plus tôt, abritait la cassette. Elle s'attendait à entendre la même mélodie, douce, répétitive, mais cette fois, elle reconnut un autre air. C'était la chanson préférée de Madeleine. Hier encore, j'avais 20 ans. Aïcha, dans la cuisine, se figea. Elle s'approcha lentement, puis se mit à fredonner, la voix brisée mais sincère. Camille la rejoignit. Les deux femmes, là, entre les souvenirs et les secrets, entre les regrets et la réparation, chantaient ensemble. Et dans cette maison autrefois pleine de silence, il n'y avait plus de vide. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Aïcha? Auriez-vous eu la force de pardonner une mère silencieuse, de réécrire une histoire volée, d'ouvrir votre cœur après tant d'années d'abandon? Et si un simple animal vous montrait le chemin vers votre vérité, l'auriez-vous suivi? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un chien fidèle ou d'un secret enfoui, c'est celle de tous ceux qui portent en eux des silences trop lourds, des absences trop longues. Elle nous rappelle que parfois, la vie nous offre une seconde chance, mais il faut le courage de l'accepter. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit,
lui aussi, que l'amour peut survivre à tout. Et dites-nous en commentaire, que feriez-vous à la place d'Aïcha?